Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. Oh yes! Il y a une belle attaque, ça! Yes, monsieur. Lève-moi ça. Et voilà! Yes! Et d'un, hey, c'est un prise 2. Oui, monsieur. C'est déjà réglé. Ouais. C'est déjà assez différent. Bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, on pêche le masquinongé. On s'entretient avec Stéphane Monette en studio Guy-Paul Thibault. Il sera également question de stabilité gyroscopique. Je dois toutefois débuter l'émission sur une note beaucoup plus triste. Un ami de tous, Claude Feuilletot, directeur général de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée, nous a quittés le 12 septembre dernier, heurté par un cancer fulgurant. Donc, dans un premier temps, évidemment, toute l'équipe de Loisirs Chasse et Pêche souhaite donner ses condoléances à la famille de Claude. Dans un deuxième temps, on doit porter une grande mémoire envers ce bonhomme, ce grand bonhomme qui a apporté énormément à la relève. Claude Feuilletot est à la base de l'initiation à la pêche de... On ne pourra jamais compter combien d'enfants, je crois. Probablement des gens de mon âge ou tout près qui ont peut-être pris leur première truite au travers d'une initiative de Claude Feuilletot. Hein, la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée, c'était, oui, la mise en valeur de notre truite mouchetée indigène, mais aussi beaucoup et principalement les formations auprès des jeunes, les incitations, les incitatifs à venir pêcher, des groupes qui allaient rejoindre l'équipe de Claude, parce que Claude est entouré de toute une équipe pour faire ça. Mais on peut dire aisément que Claude va vivre éternellement dans la mémoire de milliers d'enfants comme étant la personne qui a permis cette première prise de poisson, ce premier engouement-là qui les aura fait connaître, cette passion-là qui était celle de Claude. Alors on dit au revoir, mon ami, et ce n'est que partie de pêche remise, comme le dit Julien Cabana dans la lettre qu'il t'a adressée. Quand on se retrouvera de l'autre côté, c'est toute une industrie qui est attristée d'apprendre cette nouvelle-là. Sur une note plus joyeuse, la journée nationale de l'arbre, le 23 septembre prochain. Ça revient en force un peu, la Fédération canadienne de la faune met un peu plus d'entrain dans la promotion de cette journée-là. Et heureusement, et on met beaucoup de matériel à notre disponibilité sur le site de la Fédération. D'abord pour renseigner les enfants un peu sur l'utilité des arbres, hein, parce que c'est bien beau sauver un arbre, mais avoir le matériel pédagogique pour leur apprendre le pourquoi derrière ça peut peut-être être intéressant dans la démarche. Donc, information qui est beaucoup plus complète que dans le passé. Et évidemment, il y a toujours l'incitation à venir signer la promesse de planter un arbre. Au niveau de la Fédération aussi, on parle de l'adoption d'un animal de la forêt. Vous le savez, c'est une campagne de financement de la Fédération qui va bon train depuis longtemps. Donc, on aide la journée, on aide l'établissement de tous les outils que je vais vous nommer. Entre autres, si on parle de l'application LeafSpawn qui est disponible pour Android et pour iPhone et un paquet d'autres outils pour identifier les arbres et pour amener les enfants à les connaître. Donc, très intéressant. Allez voir sur le site de la Fédération toutes les façons dont vous avez accès pour vous joindre à cette journée internationale de l'arbre-là. Ça peut être très intéressant. En terminant, les bonnes pratiques au niveau du transport de la viande de gibier, mais évidemment, on est dans la saison, on ne veut pas provoquer de gaspille. Vous avez déjà probablement tous contacté votre taxidermiste à savoir s'il y avait de la place pour votre trophée, chose qui est très importante. Je vous rappelle qu'il y a 2 autres personnes à appeler. Votre boucher. Appelez-le. Il fait chaud ces temps-ci, il fait 15, des fois il fait plus. On monte jusqu'à 24, 25, 26. Ça peut urger de se rendre chez votre boucher. Et vérifiez donc dans le secteur où est-ce que vous êtes, si vous êtes éloigné, à savoir s'il n'y aurait pas une boucherie temporaire qui peut accueillir votre viande dans une salle froide, le temps de la transférer plus loin alors que les températures auront baissé un peu.
On appelle le taxidermiste, on appelle le boucher et on se renseigne sur le conducteur de chien de sang local, très important. On s'en va à la pause. Au retour, on parle des équipements qui sont nécessaires pour s'occuper d'un gros gibier après son abattage. Paul Thibault, t'es en forme? Oui, Martin, je suis en forme certain. Hey, vu que la chasse à l'orignal a déjà commencé, oui. Moi, ça va être un petit peu plus tard, mais là, je commence à être fébrile, fait qu'on a emmené du matériel pour parler un petit peu de ça. On est tous dans les bagages, on est tous dans les listes de matériel à apporter. Puis il faut se faire un ordre logique dans ce qu'on doit apporter comme matériel pour bien faire la job une fois le tir effectué. Et là, évidemment, je vais te parler à partir du moment où est-ce que l'animal est au sol. On commence avec l'éviscération. Qu'est-ce que ça me prend? C'est ça. Un bon couteau en partant, Martin. Là, tu en as très ici? Important. Oui, ça, c'est un de mes préférés. Je ne sais pas si tu veux l'ouvrir. Oui. Tu as 2 lames avec un couteau, OK? On l'appelle le swing blade. Okay. Ça porte son nom. Je viens juste de voir là, ici. Pince le piton ici. Vois-tu? Je vois tout de suite, assez rapidement, le bout est rond, ce qui veut dire que je peux facilement aller faire mon zipper. C'est ça. On va commencer avec l'autre lame, par exemple. Oui. Tu vas faire ton trou avec l'autre lame. Après ça, on peut y aller avec celle-là. Ça, c'est pour éviter de percer ta panse, ça. C'est aussi que si on perce la panse, c'est pas bon. Hein? Non. Tu commences avec cette partie-là, pas une autre partie, zip ton orignal, puis le tour est joué. Très bon couteau. Ça va très, très bien. Ça garde la coupe plus longtemps. Sans être coupant, oui, effectivement. Une bonne épaisseur de métal. Ouais. On dit souvent, puis tout le monde a sa méthode, il y en a qui amenaient des exactos, mais sont blessés, ont piqué la panse facilement. Très dangereux. Par contre, c'est vrai que la lame de l'exacto est efficace, puis on l'a utilisé ici dans un crochet qui est hyper sécuritaire. Oui, ça, c'est un nouveau modèle, justement, Martin, cette année, de la compagnie Gerber. Tu peux pas te blesser avec ça, pratiquement impossible. La lame est cachée à l'intérieur ici, puis pour éviscérer, ça va très bien. On rentre ça on tire dessus, puis ça suit, puis c'est très efficace aussi. On doit avoir fait un trou au préalable, par contre. C'est ça. Mais bon, pour l'ensemble, pour le reste de l'opération, j'y vais avec ça. Une fois ouvert, mes viscères sont sortis de l'animal. Je vais m'en occuper avec les sacs plus tard. Je veux protéger un peu ma viande par temps chaud, entre autres. Je veux savoir quelle température a ma viande, d'abord. Toujours un thermomètre, Martin? Oui. Le thermomètre ici, ça, pour vérifier la température de notre viande. C'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas descendre trop bas. Il ne faut pas qu'elle vienne trop chaude. Fait qu'on peut la suivre avec ça. C'est un outil qui est quand même pratique, là. Donc, pour vérifier et pour monitorer aussi la température de sa viande. Effectivement, bon, là, par la suite, moi, je te parlais de poivre. Tu nous allons alors mettre du vinaigre, Martin. Là, il y a des écoles de pensée. Le vinaigre, c'est une bonne chose à vaporiser. C'est très efficace. Ça va éloigner les mouches beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va se prendre ça avec une bonne bouteille avec un spray. OK? Oui. On va asperger l'orignal partout où on a de la viande visible. OK? Ça va éloigner les mouches. Ça va faire comme une croûte sur ta viande partout. Ça, de toute façon, on va croûter pareil. Fait que le boucher, lui, il l'enlève, anyway. Fait que là, ta viande va rester super belle, il va gratter ça. Tu n'auras pas eu aucune mouche sur ton gibier. Mon animal est vidé. Je dois le suspendre pour terminer la job. Tu m'amènes une solution tout en un. Oui, ça, c'est un outil complet, Martin. Donc, un coup qu'on a trouvé quelque chose qu'on peut accrocher notre palan, on l'installe. Un gars, on va jusqu'à 1500 livres avec ça, Martin. Fait qu'une personne toute seule est capable de monter sur un orignal de 1500 livres. Sans effort. Ça veut dire que cette boîte-là contient, je le vois là sur le dessus, donc il y a vraiment un système de poulies qui est inclus dans la boîte qui me permet de faire ça. Donc un ratio 6:1. Oui. C'est le cas de le dire. Fait que si tu pèses 100 livres, tu peux lever 600 livres. C'est ça. On avait des petits modèles avant pour le chevreuil. Là, ils en ont sorti pour le. Tu peux lever un orignal au complet avec ça. Ça, c'est génial, avec le VTT ou tout seul. Dans le cas où est-ce qu'on se serait déjà confectionné une boîte de poulies avec des poulies du marché ou tout autre système de palantage, mais évidemment, il y a des supports qui se vendent comme ça, séparés. Il y en a plusieurs types. Ça, c'est un 1500 livres qu'on accroche à l'intérieur des pattes arrière de l'animal. Exactement. Et voilà. On n'a pas besoin d'en acheter un pour le chevreuil. On peut s'en servir pour le chevreuil aussi. Si c'est 1500 livres, on peut faire un ou deux chevreuils. C'est ça. En parlant de chevreuil, une balance qui est bien le fun à avoir pour savoir très rapidement puis régler la chicane. Non, c'est 100 livres, c'est 150 livres. Non, c'est 200 livres. Bien ici, balance pour gros gibier. Attention, pas pour l'orignal, par exemple. Non, on va jusqu'à 200 kilos avec ça, Martin. Fait qu'on va s'en servir juste pour le chevreuil. Une fois tout ça fait, j'ai des viscères dans les mains, je dois m'en débarrasser proprement. Il y a des sacs qui existent pour ça? Oui, là, surtout, c'est ainsi, Martin. Regarde comme en fin de semaine, il annonce encore 27 degrés. C'est très, très important de refroidir notre viande le plus tôt possible. La protéger des mouches, on parlait du vinaigre tout à l'heure. Sauf qu'encore une protection. On a toujours notre fameux coton fromage.
qui existe depuis plusieurs années. Ben oui, c'est très utile. On le fait pour le chevreuil, on le fait pour l'orignal, on le fait pour l'ours. On veut conserver notre viande, la protéger. C'est parfait. Ça, c'est ce qu'on connaît sur le marché. Mais là, tu me disais que tu avais quelque chose de nouveau au niveau d'emballage de viande. Oui, ça fait un peu la même fonction que le coton fromage, Martin. Sauf que ça, on peut mettre notre orignal au complet dans ce sac-là. On parle de 72 pouces. J'ai pas besoin d'y aller en quartier, je peux l'embarquer au complet. Tu t'embarques au complet, ça va respirer. Ta viande va respirer quand même. Je te donne un exemple. Tu as tué un orignal, tu es loin dans le bois, tu as de la gravelle à faire, tu as 25 km de chemin de terre à faire. Tu peux le mettre là-dedans, ça va le protéger pour la poussière, tout ça. Puis ça va ventiler quand même. C'est une espèce de canevas qui a des trous suffisants pour permettre l'air de passer, mais assez petit pour filtrer ce qui passe. C'est ça. Tu embarques au complet. Ensuite, tu as tu peux le mettre pour le chevreuil aussi. Grosseur pour le chevreuil, grosseur pour l'orignal, donc génial. On fait notre choix et on est parti. L'animal au complet rentre là-dedans. Ah, ça, c'est super, super. Il y a des kits aussi qui se vendent pendant que je fais mon éviscération. Bon, on fait l'anus, on veut mettre un petit tie wrap, on fait la horte, l'œsophage, on veut mettre un petit tie wrap pour faire un job propre. Un petit kit de la fermonette ici, on a sorti. Fait que ça, tu as des gants qui montent jusqu'à l'épaule. OK? Communément appelé des gants à véler. C'est ça. Tu as ton petit sac aussi pour mettre tes viscères si tu veux garder le cœur ou le foie, les affaires-là. Puis tu as un petit tie wrap pour attacher ton permis. Fait que un beau petit kit, ça aussi. Guy-Paul, il faut s'en aller à la pause. Il y en aura encore long à faire parce que du stock, on peut l'amener, puis pas à peu près. On va te voir, la boutique Les Amants de la Nature. Oui, Martin, en fin de semaine, ça se termine dimanche. On a encore une belle promotion. On a 25 de rabais dans la pêche, toujours. Puis on a encore un 15 de rabais, les taxes payées, jusqu'à dimanche dans tout le département de la chasse. Bref, c'est le temps d'acheter tout ça. Hey, nous autres, on s'en va à la pause. Après la pause, restez là. C'est le temps. Prise 2. Je sais que Jimmy est assis dans son divan et qui attend. Pêche au mesquinongé sur le lac Frontière. Manquez pas ça. Hey Jim, comment ça va? Ça va bien, toi, mon Martin? Ça va super bien. Ouais. Scène 1, prise 2. Yes, monsieur. On réattaque notre lac. Oui, avec un vent d'ouest, ce coup-ci, ça devrait être un petit peu mieux parce que l'année passée, j'ai vu l'erreur qu'on avait faite en regardant les vidéos. Puis l'an dernier, c'est ça, on s'est fait balayer par un vent d'ouest tout le long de l'été. Donc, je m'étais fait une petite routine de vent d'ouest. Mais quand on est sortis ensemble, on était sur un vent de nordais, mais je sais pas si c'était le track ou quoi que ce soit qui a fait en sorte que j'ai pas pris conscience du vent. Mais dans le fond, on s'était un petit peu garoché dans le sens contraire que la chaîne alimentaire s'en allait. Et voilà, donc la nourriture, hein, on le sait, le vent pousse le poisson au fourrage. Donc, si on n'est pas dans le bon sens... les sédiments, exactement. Puis les sédiments sont pour la chaîne se fait. Donc, voilà. donc là, on est sur un beau vent d'ouest. Yes. Franc ouest, on s'en va sur ta routine. Ouais. Comment tu te sens, matin? Un petit peu plus nerveux que la dernière fois, mettons. Parce que là, tu sais, l'année passée, j'étais confiant, j'ai zéro stress. Mais là, ce coup-ci, je me suis dit, hi, attends un peu, là, faut pas que je me plante. Là. Disons que je connais mon lac, puis comme de fait, avec la loi de Murphy, suite à notre sortie, j'ai ressorti, puis j'ai fait des prises, puis des prises, puis des prises. Puis je me disais, Colin, j'ai fait une bredouille en 3 ans, puis il a fallu que ça soit avec vous autres. Oui. Puis nous autres, on voyait tes posts passer sur Facebook tout de suite après notre pêche qui n'avait pas été fructueuse. Ben oui, il retourne à la pêche comme le surlendemain ou quelque chose comme ça, puis ça sort. Mais là, il y a un bateau à l'eau. Ouais. Il manque 2 gars dedans. Yes. On va aller essayer ça. Oui, monsieur. On perdra pas trop de temps, il est déjà un petit peu tard. Ouais, ça avance. T'en penses? Oui. Yeah. Oui, I'm ready to go. Yes. Yes, mon homme. Jim, t'as un peu, mettons, pimpé tes leurres cette année? Oui. Ben c'est que j'avais commencé là, au début avec faire du primer, puis à un moment donné, j'ai eu un conseil de faire des effets d'hologramme dessus, puis j'ai dit, tabarouette, j'ai les ressources pour être capable de faire ça. Fait que je l'ai essayé, puis ça a été un malheur. Au tournoi de Muskie Canada à Montréal, ben je n'ai perdu un parce qu'il y a un évalué 56 pouces qui a coupé mon bas de ligne là, comme si j'avais eu du fil à coudre. C'était terrible. Donc, il est parti avec. Ça me fait de la peine un peu parce que je me dis que s'il est parti avec le bas de ligne, donc le leurre est assez loin. Là. Oh, oui. Mais non, c'est productif au bout. Puis, j'en ai reperdu un encore une fois là, au niveau du lac ici. Puis j'ai bien l'intention qu'on essaye encore de se pogner un monstre avec ça aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ben écoute, l'holographique, au niveau des cuillères, c'est connu depuis longtemps. Ça fait
toute une différence, Ouais. surtout dans des conditions de visibilité qui sont beaucoup plus basses. Ouais. Là, c'est sûr et certain que pour aller narguer un prédateur comme ça sur le Plein bord des soleil. tas d'algues, puis je remarque que tu as pris des leurres que je connaissais, que j'ai vus l'an passé, Ouais. qui étaient différents, pas différents, qui étaient le même patron, si on veut. Tu as tout simplement rajouté un film holographique Ouais. par-dessus, donc le même qui fonctionnait quand même relativement bien. Là, on vient d'y donner un petit... Un petit pim de un plus, petit comme boost, tu dis. là. Ouais, exact. Là, j'ai des petits dessins à faire. Là. Comme là, ça, je l'ai appelé mon black metal. Il est très En tant que musicien, ouais, c'est ça. J'ai dit, crème, attends, il m'a faire un petit style à la Jen Simon. Là, on va voir de quoi. Mais dans l'eau, c'est terrible. Là. Il te fait des flashs de fou. Là. Puis là, en plus, à cette heure, j'ai mis un système de billes dedans. Oui, génial, ça. Ouais, ça fait que ça vient agresser encore plus le prédateur, mettons. Et puis, j'avoue, ceux-là, ils look solides. Ouais, hein? Mais comme je te dis, ils sont sûrement pas baignés encore, eux autres. Là. On va faire des tests aujourd'hui. Ben toi, c'est avec ça que tu pars? Tu vas partir avec ton black metal? Ouais, ben j'ai bien l'intention de starter avec une macro parce OK. que, comme je te dis, il est productif. Tu peux l'essayer toi aussi, mais Oui. c'est sûr que ce serait bon d'essayer deux patterns différents. C'est sûr. Mais regarde, au pire, si tu veux essayer le black metal, je veux juste qu'il se baigne, voir, à savoir qu'est-ce qu'il peut nous prendre d'en face. Je vais l'envoyer saucer un petit peu. Sous tes vrai. conseils, de toute façon, en essayant deux couleurs séparées comme ça, on va voir lequel des deux a des attaques, puis Et on voilà. modifiera à ce moment-là. Ouais, la technique est la même, c'est l'action walk the dog, donc on n'a pas de casse-tête vraiment. Il nous reste rien à accrocher ça, puis on est prêt à pêcher. Ah, moi, je suis prêt tellement longtemps, mon gars. Ça va-tu? C'était beau. À peu près. Continue. Là, c'est ça, là, t'as eu une petite problématique de check. Je le voyais tout tantôt. Ouais, mais pourtant, il est encore là. Mais tu le cordon. Tout de suite en changeant de place. Tout de suite en changeant de place. Il y a une attaque. Tu veux le cordon? Faut-tu que ça soit vorace? Eh oui! Il est quasiment de la grosseur du verre, puis il est Ouais. dessus. Ah, il est décroché. Bon, écoute, il n'aura pas été blessé, il s'est décroché tout seul. Parfait. Le ciel. Hey Jim, tu me disais tantôt des endroits comme ici, là, bourrés d'algues. Bourré, regarde-moi ce que je viens de ramasser. Bateau. Ça a un gros avantage, c'est que très peu de gens viennent pêcher dans ces secteurs-là. Exact. Tu sais, des lacs qui sont pêchés à la traîne, surtout. Oui. La minute qu'ils voient ces algues-là, c'est sûr qu'ils l'évitent. Ce qui fait que les poissons du secteur ne se font pas passer des leurres sur la tête bien souvent. Non. Ben, regarde la preuve. Tantôt, on voyait même les nageoires à la surface. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils se méfient pas du tout. C'est non, des non. super beaux secteurs à exploiter. Il faut s'attendre à désherber un peu, mais Ouais. on essaie de se trouver des champs libres un petit peu. Puis au moins, le temps que mon leurre a de l'action avant qu'il s'embourbe dans les algues comme ça, bien, j'ai souvent plus de chance ici qu'en eau ouverte. Ah oui, c'est officiel. Ben, le truc aussi, c'est vraiment de lancer là, à proximité de la zone d'herbage, si on veut. Là. Oui. Mais tu sais, sans trop là, lancer dedans, bien souvent, le masquinongé est carrément parqué en embuscade. Oui, il est dans la talle de foin, mais sauf que bien souvent, il y a le nez qui dépasse, puis il surveille les proies potentielles qui passent à... Fait à l'orée, si on veut, des tales de foin, c'est là qu'on va aller positionner notre Ouais. leurre. Mais bien souvent, en s'en venant, on n'a pas le choix de passer au travers des tales. Ouais. Évidemment, on en ramasse. Faut On faire peut pas- avec. Puis là, c'est sûr que, regarde, j'ai même déjà vu une fois, il y a un monsieur qui passait là, avec probablement son petit-fils ou quoi que ce soit. Puis le monsieur, il était à la traîne avec. Puis là, le jeune, il a demandé c'est quoi qu'il fait, eux autres? Là? Ben, les autres, ils poigneront rien.
à cause que justement, on était dans une zone Dans les algues. Mais c'est sûr que passer à la traîne là-dedans, c'est oublier le projet. Là. Ah, c'est impossible. Oublie le projet. C'est impossible. Fait que, écoute, beau secteur de pêche, Ouais. les herbiers, on les exploite au max. Exact. Oh, yes! Hey, une belle attaque, ça! Yes, monsieur. Et dans un, Ouais, l'épuisette. voilà, je m'en vais te sortir ça. Pas un monstre, mais c'est un départ. Ouais, il est bien accroché. OK. Faisant le nez dans calé. Moi, je vais aller te le présenter. Lève-moi ça. Et voilà. Yes! Et d'un, hey, Et d'un. Saint-Nain prise 2, Oui, monsieur. c'est déjà réglé. C'est déjà assez différent. C'est déjà réglé. Ouais. De par le fait qu'on en a un. Ouais. Je Pas vais juste énorme. jeter là. Pas énorme, mais c'est prometteur. Hey, fais-toi pas mal plus que je veux te faire mal. Il y a de l'air encore en forme. Oh oui, il est encore en forme. Il y avait de la blessé un petit peu tantôt en Ouais, dessous. on va vérifier ça comme il faut. Question de voir si vraiment on peut le remettre à l'eau. Je dirais à peu super, près. ça. Je dirais peut-être 26, 27, ouais, à peu près. Ça fait plein de sens. Ouais. Là, ce que tu vas faire, Jim, c'est une opération d'une importance capitale. Ouais. Via Muskie Canada, il y a une collecte d'ADN des muskies qui se fait et qui est importante pour cataloguer, si on veut, un peu ce qui se passe dans le plan d'eau. Oui, bien, c'est qu'à l'époque, quand il y a eu l'ensemencement, c'est tout du masquinongé qui vient du lac Joseph. OK? Puis là, dans le fond, là, avec l'échantillonnage d'ADN qu'on fait, c'est à savoir justement s'il n'y aurait pas eu une souche sauvage qui aurait pu croiser, mettons, avec le masquinongé d'ici. Puis en même temps, bien, essayer de pouvoir savoir une moyenne. Comme je parlais de la remise à l'eau qui est importante, c'est que, tu sais, avant, ils se pognaient des trophées ici. Là. En 80, la moyenne était entre de 40 et 48 pouces de moyenne pour les poissons. On parle d'une moyenne, ce qui veut dire qu'ils sortaient beaucoup plus gros que ça. C'est ça. là. Puis, as-tu vu, l'année passée, j'ai pogné 47 masquinongés. Puis, sur ce total-là, ma moyenne, ça a été entre 30 et 35 pouces. Donc, il y a une lacune au niveau Ouais. de la remise à l'eau. Puis là, tout le monde veut pogner des trophées, mais la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de... Ils veulent beaucoup en garder, mais sauf que si tu les gardes, l'histoire de vouloir avoir un trophée, tu peux oublier le projet. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'essaie de conscientiser le monde. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent moins. Il y en a qui disent « Ah, si c'est pas moi qui le ramasse, ça va être un autre. » Mais sauf que, regarde, si tu lui laisses la chance de pouvoir poursuivre sa vie, tu as des chances de le repogner, mais le double de la grosseur dans une couple d'années. Tu sais. Fait que là, on le fatiguera pas plus longtemps. On va Non, faire ce qu'on a à procéder. faire. On c'est va ça. procéder au prélèvement. Exact. Tu m'expliques Fait un que, peu tes ouais. étapes, comment tu fonctionnes? Comme là, ce que tu vas faire pour me donner un petit coup de main, Oui. ça va être juste... Oh, il est en train de s'en aller. Il est parti. Blooper. On a trop jasé. hein. On voulait le laisser récupérer puis vérifier si la blessure était plus grave parce qu'il était quand même mollo tantôt. Ouais. Il est plus mollo. Non. Il a sacré son camp. C'est bon, la règle. On va en prendre d'autres, on va s'en prendre.
Et puis, finalement, on a failli prendre des échantillons sur un musky. Oui, mais on a quand même pris du musky. C'était déjà un bon départ. Celui sur lequel on devait prendre des échantillons, il a, comme il dirait, foutu le camp. Oui, bien, il a été opportuniste, mettons. Il a vu la porte d'entrée, la porte de sortie, il a dit « moi, je sors par là ». Essentiellement, quand tu prends ces échantillons-là, tu procèdes comment? Bien, c'est qu'en temps normal, on mesure la longueur, la circonférence. Si on est capable, on y va, on prend le poids. Mais il y a des calculs qui se font sur Internet que c'est longueur multipliée par la circonférence divisée par un chiffre X. Ça nous donne approximativement le poids. Okay. Puis ensuite, on procède avec l'échantillonnage. Je vais le faire sur toi, dans on n'a pas pu le faire. Tu vas me couper quoi, là? Et un petit bout. Non, c'est que, regarde, on a un exemple ici, là, la nageoire caudale qui est ici. Oui. Bien, c'est qu'on prend juste une parcelle à peu près environ d'1,5 pouce, puis après ça, on coupe, qu'on met dans la petite éprouvette ici qui est remplie d'éthanol, puis ça se conserve là. Ensuite, on remet au ministère de la Faune. Puis après ça, on a inscrit toutes les données à l'intérieur du TILI de pêcheurs qui est fourni par le ministère. Puis après ça, eux autres, ils nous donnent la moyenne de prise qui se prend dans ce lac-là. Avec le code d'ADN, bien, ils peuvent savoir justement la provenance, s'il y a eu des croisements X avec une souche sauvage ou comparativement avec le masquinongé ensemencé qu'il y a eu dans les années 70. Tu peux vraiment suivre l'évolution de la population. Exact, exact. Parlant de musky, ouais. T'en as pris un beau, toi? Oui, monsieur. J'ai vu ça au tournoi de Musky Canada? Oui, oui. La grosse chose que je suis fier, c'est qu'il y a beaucoup de monde là-dedans, là, que c'est des gros pêcheurs. Là. Puis ma première prise que j'ai manquée a coupé mon leader là, de 100 livres comme si j'avais eu du fil à coudre. Puis j'étais avec mon macro en hologramme. Ça a été une déception, mais par contre, j'avais déjà un gros velours parce que je savais que ça attirait les grosses bêtes. Puis par la suite, là, quand j'ai attrapé le 50 pouces écart, qui m'a fait gagner le tournoi. 50 pouces écart, quand même. La première place du tournoi. Oui, monsieur. Puis, regarde, on s'entend que c'était mon trophée à vie. C'est sûr que j'aurais aimé mieux pogner le premier, mais chose faite, ça s'est passé comme ça. Mais c'est ça, là, j'avais toujours dit que le jour où je prendrais ma prise à vie, je me baignerais avec. Puis, regarde, je me suis garoché à l'eau, j'ai attendu qu'il récupère. C'est moi qui s'est brûlé la pédalée dans l'eau pour la récupération, bon. Mais il est parti, puis la fierté était là d'avoir pu gracier ce phénomène, parce qu'on s'entend qu'il y a des bêtes de même, ils en peuvent pas. C'est énorme, c'est gros, c'est super, puis je te félicite pour ça, c'est une maudite belle aventure. J'ai trippé à te regarder, t'avais de l'air à tripper solidement. Ah oui, bien, regarde, l'adrénaline, elle monte tellement haut, puis tu sais, sur l'attaque, moi, je suis habitué, justement, au Lac-Frontière ici, que la moyenne, c'est entre 35 et 37 pouces, mettons, tu sais. Mais l'impact sur le leurre, j'ai su tout de suite que c'était une prise de fou. Puis on l'entend sur le vidéo aussi, là, je le savais, la pression n'était pas la même, la force d'impact n'était pas la même. Puis c'est sûr qu'il ne m'a pas donné un gros combat parce qu'il y avait vraiment englouti le leurre, là. Il restait... genre un demi-pouce là, qui sortait de la gueule. Ça peut être vorace. Oui, ça l'appétit maintenant. Hey, ça, c'est génial. Puis pour nous autres, aujourd'hui, bien, notre scène 1, prise 2 a bien fonctionné. Oui, malgré tout, oui. On a quand même récupéré 2 muskis. Oui. Ben, il y en a un qui s'est décroché quand même relativement facilement. Des suiveux, on en a vu en masse. On a vu beaucoup de dos de musky, donc c'est très populaire dans le lac. C'est super intéressant. Puis écoute, mais ça nous fait une sortie quand même réussie. Oui. Puis même si cela a été réussi, ça ne nous empêche pas de se reprendre. Ah, ben moi, ça, je suis d'accord à 300 Hey, un gros merci. Ça me fait plaisir. Puis t'as vu que, regarde, je suis pas capable d'arrêter. Ça fait que si tu veux reprendre du poisson, ben regarde, je suis preneur, puis t'embarques dans le bateau. Absolument. On se donne rendez-vous, puis on reprend ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Excellent, Martin. Lorsqu'arrive le temps d'aborder les sentiers avec nos camionnettes, vous le savez, nous, chasseurs et pêcheurs, avons des demandes très particulières et des besoins particuliers par rapport à ces camionnettes-là. On reçoit en studio Rémi Bélanger du groupe JD. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Bien, écoute, je voulais qu'on converse un peu sur les avantages qu'offre la gamme RAM en hors-route, parce que c'est important
C'est vraiment important d'aller voir un peu qu'est-ce que je vais avoir comme avantage au niveau de la suspension, motorisation. Qu'est-ce que le RAM, de quelle façon le RAM peut me faciliter la vie en sentier? Puis je pense que tu as des bonnes réponses pour moi là-dessus. Bien, naturellement, en partant, on parle d'une suspension à boudin standard sur un RAM 1500, ce qui est différent des autres manufacturiers. Fait que ça, déjà en partant, c'est un avantage quand on est en sentier parce que ça enlève complètement l'effet de planche à laver, là, puis le sautillement du train arrière et tout ça, là. Alors, c'est un avantage marqué. Et en plus, ce qui est livrable sur un RAM 1500, c'est une suspension pneumatique aux 4 roues. Oui. Fait que la suspension pneumatique elle-même, ça donne un confort extraordinaire. Ça donne une tenue de route en sentier qui va être au-delà des espérances des gens. Il faut l'essayer pour vraiment là, y croire, là, dans le fond. Bien, c'est simple. Pour vulgariser ce qu'on connaît des camionnettes, il y a beaucoup de manufacturiers qui livrent des camionnettes à lame. Donc, il y a un rebond qui est égal des deux côtés de l'arrière de la camionnette qui souvent n'est pas chargé. Donc, ça a tendance à tanger d'un bord à l'autre. Alors qu'en ayant un bras indépendant aux 4 roues, on comprend que les roues vont travailler indépendamment, ce qui nous facilite la vie dans la cabine et au niveau de la prise et de la conservation du contrôle et de la traction. Parce que si on parle de traction, chez RAM, on a une belle offre. Bien, naturellement, la traction va venir aussi avec l'effet de la suspension. Parce que plus les roues restent au sol, bien là, on améliore la traction grandement. Puis aussi l'effet, là, tu sais, quand on se promène en sentier puis qu'on roule quand même assez rapidement dans un sentier pour se rendre dans une pourvoirie ou quoi que ce soit, ça arrive. Et l'intérieur de l'habitacle, il faut quand même conserver un certain confort, dans le sens où il faut être capable de parler avec les gens qui sont à côté de nous sans avoir tous des bruits de caisse, des bruits de fond. Il faut que les dentiers nous restent dans la bouche. Il ne faut pas que ça sorte. On peut voir ça comme ça. Oui. Le RAM va donner cet avantage-là, naturellement, parce qu'il n'y a pas de lame. Et en éliminant ça, déjà, on vient d'enlever un paquet de problèmes là, au niveau du confort. Là. Bien, puis prise constante avec la route parce que les roues restent au sol, donc j'ai une traction constante. Alors, je peux reprendre une traction, donc utiliser l'accélérateur pour reprendre le contrôle plus rapidement si, par exemple, je suis en dérapage non prévu. La force de base du moteur RAM, si on parle entre autres du 5.7 du côté du RAM 1500, c'est un autre avantage marqué. Bien, naturellement, si on parle de puissance nette avec un 5.7, ça bat tous les autres manufacturiers là, au niveau de la puissance. Là. Si on parle de 420 HP pour un 5.7, c'est du stock. Là, il y a de quoi se sortir de l'embarras, parce que c'est souvent justement en glissement ou en surglissement qu'on va avoir besoin de cette puissance-là, ou tout simplement avoir à monter des pentes qui sont très abruptes, mais à basse vitesse. On va rouler à 30, des fois 20 km/h. Et si on peut se comprendre, je veux pas que la révolution soit tout le temps en train de monter. Ça vient tannant, puis on va déraper. Les roues vont virer dans le beurre automatiquement. Alors qu'avec une motorisation comme ça, ça me permet un certain confort. On monte constamment, même si on est chargé à l'arrière, souvent même avec le trailer en arrière, la remorque pleine. Donc, ça me permet ça. Dans les autres familles de RAM, bien, si on reste dans le 1500 même, on parle du éco-diesel, on parle quand même d'une belle puissance. J'allais en venir. C'est surtout le torque qui est à très bas régime. Un moteur diesel, c'est le seul pick-up avec un moteur diesel dans cette gamme-là. Alors, le petit V6 3 litres va nous donner 420 livres de torque. C'est un torque qui est présent à très bas régime. Fait que justement, dans des situations comme tu mentionnais, de monter des côtes avec une remorque à l'arrière qui peut être parfois très lourde, dans des sentiers qui ne sont pas toujours parfaits. Alors, on a une plage de puissance qui est présente à très bas régime. Puis, il n'y a pas la transmission ne se promène pas d'une vitesse à l'autre à cause de ça. Étant donné que le moteur... une reprise qui est très rapide. C'est ça. Le torque est à très bas régime. Bien, on y va graduellement, on monte. Puis, avec un petit moteur comme ça, éco-diesel comme ça, quand on accélère, bien, ça ne donnera pas un coup de fouette. Fait que ça va nous donner une puissance qui va revenir, puis c'est très fort, très puissant, et ça va revenir quand même graduellement pour être capable de garder le contrôle de la charge aussi qu'on a là, en arrière de nous. Et malgré tout, je conserve une consommation d'essence qui est très basse, la plus basse de l'industrie dans la catégorie. Et de loin. C'est 7,1 litres au 100 km sur route, et ça, c'est vrai.
c'est annoncé comme ça, puis on a tout le temps tendance à dire les millages annoncés, c'est pas ça, Oui. mais c'est pas ça du tout. Mais on en a qui roulent, nous, beaucoup, là, puis c'est vérifié, on l'a fait, puis ça roule vraiment à 7.1, 6.8, 6.9, 7.1, 7.4, là, dans ces alentours-là. Mais c'est une consommation qui est vraie, réelle, puis qui est atteignable. Fait que c'est pas utopique là, de penser qu'on va avoir ça. Quand on se promène, qu'on s'en va, on fait de la distance, là, c'est le fun d'avoir des consommations comme ça avec une machine, avec une remorque en arrière, tout ça, là, c'est plaisant d'avoir des consommations comme ça. Avec un véhicule qui est aussi adapté pour la route. Rémi, on pourrait parler longtemps encore de camionnette. Malheureusement, il faut s'en aller à la pause. Par contre, moi, je veux te réinviter pour continuer ça, parce qu'on n'a pas parlé du 2500, du 3500, puis ça, là, je te remercie d'être venu, mais il faut en reparler absolument. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Nous, on s'en va à la pause. Au retour, Stéphane Monette nous parle d'urine de jument et de la bonne utilisation de celle-ci. Partez à l'aventure en toute sécurité avec le groupe JD Bois-Châtel, à 1 minute de Québec. Stéphane, c'est un peu une farce dans le domaine de la chasse. Quand on parle d'urine, le rapport à tu cours-tu après la femelle avec ta chaudière pour... Il y a un peu de vrai dans l'histoire qui a amené à avoir de l'urine comme ça dans cette citation-là. Bien, ce qu'il y a de le fun que tu parles de l'histoire, c'est que à la base, pourquoi faire que les chasseurs, quand les chasseurs ont été sensibles au sens de l'orignal, puis d'arriver de travailler avec de l'urine de jument, c'est que le plus loin qu'on retourne, c'est dans les années 30-40 à peu près. À l'époque, ils faisaient les chemins dans la réserve des Laurentides. Je ne veux pas me tromper, c'est dans la réserve de la Vérandrie, Martin. Okay. Puis dans la réserve de la Vérandrie, quand les bûcheux étaient là, qui coupaient les arbres, c'était sorti par des skideurs, des chevals. Oui. C'était les chevals qui sortaient. À l'époque, dans la réserve de la Vérandrie, il y avait un skideur qui s'appelait Eugène Labelle. Eugène, c'était un fervent chasseur d'orignal. Puis, il avait remarqué que quand il commençait à couper le bois à mi-septembre, fin septembre, que là, le soir, quand il prenait les juments qui les serraient parce qu'il sortait le bois avec ça, les orignaux, les mâles venaient virer en entour. Puis, il avait observé même que les mâles orignales voulaient monter certaines femelles. Fait que le gars, vu que Eugène, c'était un tripeux de chasse à l'orignal, puis il y a une grande histoire en arrière de cet homme-là après, il s'est dit, pourquoi faire, je pourrais pas récolter de ce nectar-là, puis de le prendre pour essayer de camoufler mon odeur, puis voir ce qui est arrivé. Fait que dans les années 50, 60, 70, ça a été long, jusqu'à temps qu'il découvre comment il pouvait récolter cette urine-là. Là, Celle de l'orignal, parce qu'au départ, on utilise carrément, on fait la relation avec l'urine de la jument cheval. Oui, mais lui, ce qu'il se disait, si je ramasse l'urine d'orignal, ça va être encore meilleur. Mais c'est pas faisable. Il y a certains endroits que, quand il avait trouvé des sources salines, que les orignaux urinaient là, il allait à chercher avec une pompe. Okay. Là, il se disait, m'essayer d'en garder, mais ça fonctionnait pas. Mais son idée d'urine de jument a tout le temps resté. Jusqu'à temps qu'il puisse comprendre qu'il y avait des juments quasiment apprivoisés, de leur mettre des poches en dessous du ventre, qu'elle urinait, puis qu'il remarquait les chaleurs, puis là, il mettait ça en bouteille. Dans l'époque, là, on recevait ça dans des bouteilles de métal. Tu sais, des petites bouteilles de métal, des flasques de métal. Puis là, ils vendaient ça dans la région chez nous. On voyait ça arriver. Puis avec le temps, bien naturellement, là, ça a évolué. Il y a eu des compagnies qui sont arrivées américaines. Nous autres, les compagnies québécoises, on a embarqué là-dedans. Puis là, on est arrivé avec cette fameuse urine de jument-là que, à côté, puis c'est un paradoxe, hein? L'urine de jument sert, il y a certaines particules de l'urine sert à faire de la pénicilline à l'époque. OK. Puis cette pénicilline-là était très, très, très recherchée. Puis à un moment donné, avec la technologie, ils n'ont plus eu besoin de cette urine-là. Mais les gars avaient toutes des places pour pouvoir récolter l'urine. Puis c'est de là qu'on a été capable d'utiliser ces installations-là pour pouvoir faire ça. C'est une belle mine d'or, Une ça. belle mine d'or, puis pour pouvoir après ça les prendre puis les mettre là-dedans. Bien, là-dedans, parce qu'après t'être trompé 2-3 fois avec le petit flasque en métal, tu comprends Tu que ça comprenais, te prend une bouteille en tu plastique. comprenais pas que c'était pas du Jack que tu voulais boire, mais bien plus le Jack que l'urine qu'il y a dedans. Fait que là, c'est là les premières traces qu'on a. Fait que là, on a été des années à vendre cette fameuse urine-là, qui est en chaleur, qui est récoltée sur un cycle de 8 jours, la deuxième jusqu'à la 7e journée. On récolte jamais la première, jamais la dernière, parce que sa concentration d'hormones est moins forte. Puis la particularité, c'est le petit lait qu'on a dans le fond. C'est ça qui est très important. Fait que quand on va utiliser l'urine, on va bien la brasser puis on va l'utiliser. Là, l'évolution est arrivée. Les compagnies, on a travaillé fort, on a vu que ça fonctionnait. Puis là, toi... C'est ça.
Tu décides de prendre ton produit, tu l'amandes avec des glandes d'orignal Et voilà. pour augmenter la répartition des odeurs, le côté olfactif attractant, et tu le mets dans un beau petit format en spray. En spray. Fait que là, ben, on le sait que quand on le vaporise, le mix de cette urine-là, mixé avec ces glandes d'orignal-là, donne un jus qui est intéressant puis qui va intéresser les orignaux. Puis là, on parle là, qu'on a chassé avec ça quasiment pendant 20 ans de temps, 30 ans de temps. Puis c'est pas parce que maintenant, on arrive avec une évolution importante que ça fonctionne plus. Non. Ça fonctionne tout le temps. Puis les vieux de la vieille qui sont réticents à s'en aller vers le synthétique, on en vend encore des bonnes quantités, puis ça a toujours eu son succès. C'est sûr que tu peux faire évoluer. Maintenant que tu as de l'urine comme ça, que tu veux mettre, mettons, dans une souille, bien ça, tu vas bien plus l'utiliser pour faire des lignes d'odeur, pour envoyer, mettons, sur un site, pour essayer d'aller le chercher plus loin. En vapo, bien là, tu vas être capable de faire de quoi d'intéressant. Fait qu'une fois que les gens comprennent bien de où est-ce que l'urine vient, bien là, nous autres, les compagnies, on s'est dit, OK, on peut essayer d'améliorer ça. Ce qui nous a aidé à améliorer, c'est le fait qu'il y a eu des maladies qui sont arrivées. Oui. La débilitante chronique sur le côté du cerf de Virginie, le CWD, a fait que beaucoup d'États ont fermé. Ils nous ont forcé la main à délaisser certains produits naturels pour s'en aller après ça dans des produits plus synthétiques. Fait que là, on a commencé à travailler l'urine synthétique, puis là, on travaillait le chevreuil, l'orignal, puis là, on est arrivé après ça avec un produit Orignac. C'est l'évolution, elle est comme ça. C'est trois, La chaîne, elle est comme ça. De toute façon, il faut dire une chose, hein, biochimiquement parlant, ça devient impossible sans dénaturer le côté attractant de la molécule olfactive d'une odeur naturelle de venir dissoudre des principes chimiques olfactifs là-dedans. Ça Absolument. te prend une base fragrante, Exact. donc une base synthétique pour pouvoir faire ça. Exact. Sinon, c'est impossible. Puis là, bien, à cause des études où est-ce qu'on est rendu, puis l'expérience qu'on a acquis avec le naturel, on a été capable, dans une bouteille comme ça, de reproduire une urine de mâle, cette fois-là, plein rut, quand les bactéries sont attaquées puis que l'orignal, il sent fort, c'est drette là-dedans qu'on l'a. Fait que là, bien, tu as une évolution parfaite de l'urine, de où est-ce que ça a parti, où est-ce que ça s'est en allé. Est-ce qu'il fonctionne tout? Oui. Tout dépendant comment, tout dépendant de la réceptivité de l'animal, là, ça va dépendre. Mais si tu me dis, Stéphane, toi, quand tu pars à la chasse, c'est trois bons choix, que là, tout dépendant, on va parler plus de technique au courant de l'année, mais ces trois choix-là sont excellents. J'ai un faible maintenant pour Orignac parce que ça a été mon bébé, je l'ai étudié longtemps, mais la job se fait très, très bien avec les Ça autres. se pose quasiment comme la question, utilises-tu toujours le même call? Non, je varie. Non, je varie puis j'évolue, c'est ça. Steph, un gros merci encore. Merci, Martin. Le titre de mon article de cette semaine dans Sentier Chasse et Pêche, mon choix de la semaine, m'a fait bien rire. Jeannot Ruel qui y va d'un article qui a nommé « Prescription pour perdrix farouche ». Je m'attendais un peu à entendre parler de longue distance de tir, mais pas à ce point-là, hein, parce qu'en vérité, cet article-là est un article qui réunit les notions technique qui rapproche le tir d'une perdrix qui serait normalement hors portée avec un étranglement ouvert et en rapprochement avec les étranglements qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui et les différentes munitions. Jeannot nous parle de cette époque-là où est-ce qu'il chassait avec un chien d'arrêt et qu'il utilisait des étranglements très ouverts pour chasser la perdrix, donc souvent des tirs à courte distance ou à l'envolée. On fait le tour dans l'article des différentes technologies au niveau de l'étranglement qui existent, dépendamment des marques de fusils que vous avez et des munitions que vous utilisez aussi, et de quelle façon l'auteur est arrivé en mélangeant ensemble un type d'étranglement avec des types de munitions, d'effectuer des tirs qui vont aller jusqu'à 150 pieds sur une gélinote huppée. On y va de différents tableaux de comparaison, de différents tableaux de référencement matériel très intéressants et très importants à conserver. On y va même avec une cible à agrandir à 200 % pour pratiquer vos groupements. Quoi dire de plus? Un bon article à lire. Un rendez-vous dans Sentier Chasse et Pêche. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec.
Je suis en train de faire mes devoirs, c'est super intéressant. Après la chronique sur le rechargement de précision qu'on a fait dernièrement avec Mario Dutil, là où Mario nous expliquait comment mesurer notre canon pour en comprendre le twist ou la rotation, le pivot donc de la balle dans le canon, ça l'a poussé beaucoup de questions. On a reçu des questions sur un terme qui s'appelle la stabilité gyroscopique. Grand terme, mais on ne se fera pas saigner du nez ce soir. On va y aller dans le détail, mais on va le vulgariser pour le comprendre et s'en servir comme outil pour choisir un boulet. Moi-même, je me suis documenté. J'ai été vers les références dans le domaine. Donc, on parle de Brian Litz, qui est une référence au niveau balistique. Beaucoup d'ouvrages décrits déjà et beaucoup de guides qui peuvent vous aider non seulement à la compréhension, mais aussi au choix de vos cartouches et même au choix des calibres que vous faites lorsque vous n'êtes pas sûr. Là, c'est une bonne référence à aller chercher sur le web ou en livre comme ça. Je reviens à mon sujet, stabilité gyroscopique. Il nous est tous arrivé de se faire conseiller par un ami. Prends cette munition-là, elle est précise, ça n'a pas de bon sens, tu as le même calibre que moi, une 270 WSM, et je groupe dans un 10 cents. On va au magasin, on achète la cartouche évidemment, parce que la munition évidemment, parce qu'on a vu que c'était efficace. On la met dans notre carabine, qu'est-ce qui se passe? On groupe dans la grandeur de la cible. Là, ça ne marche pas du tout, on présume qu'il y a un problème avec l'arme, alors que le problème est tout autre. Il est directement relié, ce problème-là, au couplage qui existe entre le twist de votre canon, la rotation, et le type de boulet que vous utilisez. Probablement que votre ami n'a pas le même twist que vous. Quand on parle de twist, on parle d'une rotation complète de balle. Donc, un twist, par exemple, de 1,10, lorsqu'on mesure la baguette après avoir fait faire un tour de celle-ci dans le canon, veut dire que la balle fait un tour complet sur elle-même sur 10 pouces. Hein? C'est un twist qui est considéré comme rapide, qu'on veut utiliser pour des gros boulets. On peut aller jusqu'à 1,12, 1,13 très rarement. On va se servir de la rapidité donc du déplacement dans l'air pour choisir notre grosseur de boulet. Ensuite, on fera nos choix au niveau de l'efficacité, de l'impact de ce boulet-là et de son ouverture sur la bête. Parce que nous, chasseurs, ça nous intéresse. Donc, un objet qui se déplace dans l'air en rotation va minimiser la friction. Hein? Ou dans n'importe quelle masse, pensez juste aux rods pour percer la terre, pour mettre des pieux. On prend des rods qui sont pivotantes, ça va mieux. Donc, en se déplaçant, en pivotant, on amoindrit la friction, on augmente la rigidité de la trajectoire, on conserve la précision et on conserve toute l'énergie cinétique qui a été compactée dans la balle au moment de son expulsion. En français, plus loin, plus plane, plus fort. C'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de grands calculs mathématiques qu'on va faire ici ce soir pour comprendre ça. On va prendre des tables qui existent déjà et qui nous expliquent tout ça. Et oui, ça existe. Je prends un autre ouvrage de Brian Litz, qui est la balistique au niveau des boulets qui sont prévus pour les carabines. Et on s'interroge rapidement sur des boulets qu'on connaît. On prend ici, par exemple, le VMAX Dorn AD dans le calibre 243. On a tous les indices balistiques du boulet, mais plus précisément, si on va dans le bas de la page, on nous dit ce boulet-là est plus performant dans un canon qui a un twist de 1,10. Et ça, à 87 grains. Si je vais voir plus loin, je vais trouver le même boulet avec un grain plus élevé, mais on va nous dire en bas de page que celui-là est recommandé pour un twist qui est plus rapide. Donc, un twist, par exemple, de 1,10 si je serais sur le même boulet. Vous allez trouver là-dedans, et dans des tables semblables un peu partout sur le web, l'ensemble des boulets les plus populaires avec des conseils sur le twist, donc la rotation que le boulet a besoin pour tenir dans l'air et être encore efficace. Alors ça, c'est un premier outil qu'on se donne pour aller vers un boulet qui semblerait être bien digéré par mon canon. La prochaine étape, là, elle est très simple. C'est directement au champ de tir, puis vous allez valider si ça, c'est le bon choix. Hein? Je vais avoir une bonne force à la sortie du canon. On répète, je vais avoir une précision, mais je veux aussi que cette balle-là conserve une énergie, l'énergie qui est nécessaire à abattre rapidement et proprement un animal. Donc, la prochaine étape va être de choisir mon boulet en vertu de ce qu'il va faire rendu dans l'animal. Ça, c'est toute une autre grande science, mais vous pourrez le tester, vous pourrez en parler en chasseur, mais d'abord et avant tout, allez voir les informations sur la stabilité gyroscopique. Vous allez assurément améliorer vos tirs, vous allez assurément améliorer votre efficacité et évidemment, les gens qui vont vous parler de rechargement ou les gens qui vont faire du rechargement vont vous parler très rapidement, quand vous allez vous intéresser à ça,
vont vous parler de l'étranglement au niveau du collet, vont vous parler du type de douille utilisé et vous allez probablement finir par faire partie des adeptes du rechargement parce que vous allez vouloir avoir une retenue qui est parfaite au niveau de votre collet pour libérer ce boulet-là qui va tourner parfaitement dans l'air de manière parfaitement égale au niveau de la pression qui est exercée dans la chambre pour avoir encore plus d'efficacité. Là, quand vous tomberez au niveau du rechargement, bien évidemment, la première chose que moi, je vais vous conseiller, si vous êtes capable de lire l'anglais, ce sont les livres de Brian Litz. Évidemment, il y a tout un tas d'informations sur le rechargement sur Internet. Mario Ducil de Sniper Québec qui donne d'excellentes formations sur le rechargement. Et évidemment, on parle beaucoup de balistique dans le rechargement. Nous, une bonne ressource, voyez, vous nous posez une question, on va chercher les bonnes ressources, les bonnes références et on vous revient avec la solution ou au moins on tente de vous guider du mieux qu'on peut. Ça se fait par où, ça? Bien évidemment, par Facebook et par courriel. Vous le faites régulièrement. Continuez, on aime bien interagir avec vous. C'est ce qui marque la fin de cet épisode de Loisirs Chasse et Pêche. La semaine prochaine, on parle de taxidermie, on parle d'oie blanche et on parle de chasse à la sauvagine. Il sera également question de... C'est la patente, là? C'est le twist, là? Il sera également question de stabilité gyroscopique. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.